Napoléon Bonaparte. Génie militaire, géant politique, grand gestionnaire. Il est peut-être même le plus grand chef militaire de tous les temps. C'était un officier d'artillerie au départ, c'est-à-dire un homme qui calcule, qui travaille la balistique, qui travaille les emplacements. Et toutes ces stratégies de guerre ont été écrites, minutées. C'était vraiment quelqu'un de très rationnel. Napoléon s'est servi du nationalisme naissant de la France révolutionnaire pour bâtir le plus grand empire d'Europe depuis les Romains. Comparé aux héros de l'Antiquité qu'il admirait entre tous, Alexandre le Grand, Napoléon ne descendait de personne et il a su créer sa propre légende. Son énergie hors du commun, son intelligence supérieure et son esprit rebelle lui permirent de conduire sa nation d'adoption vers une gloire sans précédent. Il pense toujours et encore pouvoir bouleverser le monde. La preuve en est que le thaler à Vienne, la monnaie, va prendre une valeur considérable à l'annonce de la mort de Napoléon. C'est-à-dire qu'à l'agonie, il faisait encore trembler l'humanité. Une fois sa puissance établie, il se construisit un personnage sur le modèle de César, l'homme d'État et général romain. Et à cause de cela, il fut considéré comme un libérateur et un tyran, un héros et un criminel. Son désir de puissance et sa détermination sans faille le menèrent au triomphe, puis à la défaite. Il ne faut jamais oublier que Bonaparte, sur les papiers officiels, signait Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté des Français. Donc il manifestait à la fois qu'il était l'héritier des rois de France, comme il était l'héritier également de la Révolution française et de la démocratie. Napoléon devint une légende de son vivant et reste très présent dans la conscience collective des Français. Encore aujourd'hui, et c'est bien aussi son génie, les historiens ont beaucoup de mal à faire la différence entre le mythe et l'homme. Napoléon Bonaparte est un petit bonhomme qui naît à Ajaccio, donc rue de la Mauvaise Herbe tout de même, ça ne s'invente pas. Et il est bichonné par sa maman parce que sa maman l'adore, il est né le jour du 15 août en plus. Le futur empereur des Français est le second des 8 enfants de Carlo Maria Buonaparte et de Maria Letizia Ramolino. Pour la population de cette petite île de la Méditerranée, combattre est depuis des siècles un mode de vie pour garder l'indépendance nationale. Sous la domination italienne, le charismatique Pasquale Paoli a unifié les clans qui se livraient des batailles incessantes. La Corse a été achetée par le roi Louis XV à la République de Gênes en 1768. Napoléon est né en 69. Les Français débarquent alors pour occuper l'île et les rebelles sont rapidement écrasés. Paoli s'échappe de justesse et trouve refuge en Angleterre. Carlo Buonaparte, premier lieutenant de Paoli, décide de ne pas le suivre. Il préfère rester sur l'île et pactiser avec les occupants français. Son fils, Napoleone, naît 3 mois plus tard. Celui-ci gardera un souvenir idyllique de ses premières années à Ajaccio. Ses parents descendent d'une famille patricienne italienne. Ils jouissent en Corse d'un statut honorable, mais ne sont pas bien riches et doivent lutter en permanence pour garder une influence au sein de toutes les familles nobles qui habitent l'île. L'occupation militaire est pacifique et même bénéfique pour certains. Mais la majorité des Corses attend le retour de leur chef parti en exil. Napoléon grandit dans une atmosphère politique. Il juge d'abord sévèrement son père pour son infidélité à la cause de la liberté. Mais plus tard, il dira à son frère qu'être du côté des gagnants est pour lui plus important que n'importe quel idéal. Grâce à ses liens avec le gouverneur français, la famille Bonaparte fait désormais partie de la noblesse française. Cela permet à Carlo, devenu Charles, d'envoyer ses enfants étudier en France, aux frais du roi.
À 9 ans, Napoléon intègre l'école militaire de Brienne, qui prépare les enfants de la noblesse pauvre à une carrière militaire. Eh bien, il étudie abondamment, surtout les mathématiques. Le français, la littérature, l'orthographe, ce sera toujours le point faible de Napoléon. Quand on lit les courriers de Napoléon, il a une écriture de cochon, il commet 3 fautes par ligne, mais en revanche, on sent déjà le calculateur, le stratège qui naît en lui. Habitué à faire partie des hautes sphères de la société corse, il se retrouve citoyen de seconde classe, un étranger au nom bizarre et à l'accent prononcé. Dès ses jeunes années, on connaît la légende qui a couru sous la Troisième République autour du von Bonaparte, qui à l'école de Brienne menait ses compagnons pendant des batailles de boules de neige dans la cour de l'école militaire. Voilà, si vous voulez, Napoléon est dès l'origine un militaire, il est tout d'un bloc. En 1784, Napoléon réussit les examens qui lui permettent d'entrer à la prestigieuse école militaire à Paris. En raison de ses aptitudes pour les mathématiques et la géographie, il est sélectionné dans l'artillerie. Napoléon se fait remarquer par son intelligence et sa détermination, mais il a du mal à s'intégrer. Bien que ce soit Louis XVI qui règle les frais de son éducation, il exprime ouvertement son mépris pour les Français qui représentent pour lui l'oppresseur, le tyran qui a privé son pays de la liberté et enchaîné ses compatriotes. Napoléon devient un lecteur acharné, ce qu'il demeurera toute sa vie. Les biographies d'anciens chefs militaires le passionnent, ainsi que la philosophie, et plus particulièrement les théories de Rousseau sur le droit social. Mais quand son père meurt subitement, le jeune Napoléon se sent dans l'obligation de subvenir aux besoins de sa famille. Il accomplit en 1 an un programme de 2, reçoit son affectation de second lieutenant d'artillerie de l'armée royale et rejoint son régiment à Valence. Il a alors 16 ans. Napoléon sert pendant 1 année, puis demande un congé de 6 mois pour aider sa famille à résoudre ses difficultés financières. Pendant ce temps, la monarchie française s'effondre. Des décennies de guerre et les privilèges qui permettent à la noblesse et au clergé de ne pas payer d'impôts ont mené l'État à la faillite. L'espoir renaît quand le roi Louis XVI convoque les États généraux pour trouver une solution au désastre financier. Mais c'est l'impasse politique et la population se révolte. La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 marque le début de la Révolution française et la fin d'un régime archaïque d'oppression. L'Assemblée nationale, qui vient d'être instituée, abolit les droits féodaux et les privilèges de l'aristocratie, provoquant ainsi la chute de la monarchie. Napoléon voit uniquement dans ce coup d'État ce qui peut favoriser l'indépendance de la Corse. Après la Déclaration des droits de l'homme, la Corse devient un département français doté d'un conseil général. Il faut dire qu'il est quand même du bon côté de la barricade, hein. C'est un gentilhomme. Mais il assiste quand même à la Révolution avec l'idée que les rois faibles, eh bien, adviennent que pourra d'eux. Il croit que
s'il y a république, eh bien, il y aura tellement de désordre qu'il faudra peut-être faire appel à un dictateur, et sans doute, dès 89, pense-t-il déjà qu'il pourrait être ce dictateur qui remettra de l'ordre dans la République. Napoléon sait que Paoli n'a jamais eu l'intention d'ouvrir les portes de son cercle intime au fils Bonaparte, qu'il juge trop ambitieux. En 1792, la France connaît encore de graves troubles politiques et se retrouve en conflit avec l'Europe. En proie à la ferveur révolutionnaire, la France entre en guerre contre l'Autriche. Ne voulant plus se contenter de regarder la France emprisonner ses souverains, l'Autriche et la Prusse sont vite rejointes par la Grande-Bretagne et d'autres pays pour former la première coalition contre la France. La guerre mène à la montée de l'aile radicale du gouvernement, à l'abolition de la monarchie et à la formation de la République française. La Corse qui sort juste de sa dépendance vis-à-vis de Gênes, il n'est pas question de lui donner son indépendance. Et à ce moment-là, Paoli, lui, va se rapprocher de l'Angleterre, tandis que les Bonaparte se rapprocheront de la France. Et le divorce va aller en s'accroissant, ça va devenir violent, virulent. La maison des Bonaparte est complètement saccagée à Ajaccio. Les Bonaparte sont considérés comme des traîtres et quittent l'île. Le 10 juin 1793, la famille s'embarque pour la France afin d'assurer sa sécurité. Le rêve de Napoléon qui voulait libérer sa patrie de ses oppresseurs et restaurer l'honneur de sa famille semble prendre fin. Il ne sait pas que sa véritable mission est sur le point de commencer. L'exécution du roi Louis XVI en 1793 inaugure le règne de la terreur. C'est une campagne brève mais sanglante, menée par Robespierre pour purger la nation de tous ceux qui seraient susceptibles de travailler contre les intérêts de la République. Ce régicide tétanise les têtes couronnées d'Europe. Elle s'allie pour envahir la France, écraser la Révolution et restaurer la lignée des Bourbons. Le jeune gouvernement français répond en instaurant la levée en masse, première conscription à l'échelle nationale du monde moderne. Cette action, associée aux courants anti-religieux liés à la Révolution, fait naître une contre-révolution dans certaines parties du pays. C'est une période extrêmement dure. Il ne faut pas oublier non plus qu'en Vendée, on envoie des armées révolutionnaires. Ce sont des sans-culottes parisiens pour la plupart, coiffés de bonnets phrygiens et qui se promènent de village en village avec des guillotines. On sait qu'en 6 mois, il y a eu 300 000 morts en Vendée. Génocide, on peut bien exprimer le terme. Alors il s'agissait de créer la République, d'instituer définitivement dans l'esprit de Robespierre, qui en est le chef de cette période, d'instituer définitivement la République. Le sud de la France est en état de guerre civile. Les Toulonnais vont si loin qu'ils invitent les Britanniques dans leur propre port. Les forces françaises se précipitent vers le sud pour écraser la résistance et reprendre Toulon. Ami et compatriote, Christophe Salicetti, le représentant du gouvernement en mission, est en mesure d'obtenir la nomination de Napoléon Bonaparte à la tête de l'artillerie de Toulon. Celui-ci saute sur l'occasion pour montrer ses talents stratégiques. La stratégie militaire de Napoléon se révèle aussitôt à Toulon. En fait, c'est quelqu'un qui a le coup d'œil. Il a immédiatement le coup d'œil, il est capable de transformer des plans sur le champ de bataille. Il dresse un brillant plan d'attaque. Napoléon a tout de suite vu le point faible. Il a vu que c'était au petit Gibraltar, c'est-à-dire un fort sur les hauteurs de Toulon, qu'il fallait frapper, parce que là, en prenant l'artillerie, aussitôt on pouvait arroser les Anglais qui étaient en contrebas. Les Français tournent les canons vers le port et se mettent à bombarder la flotte ennemie.
Les Britanniques n'ont d'autre choix que de se retirer, emmenant avec eux les royalistes français qui ont pu grimper à bord d'un navire. Le général Dutheil écrit au ministre de la Guerre « Je n'ai pas de mots pour vous décrire la valeur de Napoléon. Il est à vous, afin que vous vous en serviez pour la gloire de la République. » Bonaparte voit une brillante carrière s'ouvrir devant lui. Ayant attiré l'attention d'hommes puissants comme Robespierre, il est promu à 24 ans général de brigade. Mais en juillet 1794, Robespierre est renversé. La réaction thermidorienne est une action des modérés pour reprendre le contrôle. Ses amitiés avec les Jacobins valent à Bonaparte d'être arrêté et emprisonné quelque temps à Nice. Grâce à ses partisans qui ont survécu aux derniers jours de la Terreur, il est finalement libéré et transféré à Paris. Quand il arrive, le gouvernement met en place une nouvelle forme de république. On va mettre en place le Directoire, qui est un gouvernement de 5 personnalités, parce qu'on avait très peur, évidemment, du gouvernement d'une seule personne, ce qui avait été le cas avec Robespierre pendant la Terreur. Donc on va mettre 5 directeurs à la tête de l'État, plus 2 conseils, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500, qui sont de simples députés, qui vont instituer les lois. Le Directoire, qui exclut la participation des royalistes, provoque bientôt une insurrection le 5 octobre 1795, où 13 vendémiaires en 4. Sous le commandement de Paul Barras, personnage clé du Directoire, Bonaparte dirige les opérations de défense des Tuileries et remporte la victoire décisive sur les insurgés devant l'église Saint-Roch. La défaite des rebelles vaut à Bonaparte la protection du nouveau Directoire. Il est surnommé le général Vendémiaire et devient commandant en chef de l'armée de l'intérieur. Après l'échec de la campagne de 1795, le Directoire prévoit une offensive sur 3 fronts pour faire sortir l'Autriche de la guerre. Les manœuvres en Allemagne constituent l'offensive principale, avec une armée frappant à partir du sud-est des Pays-Bas et une autre poussant à partir du sud-ouest. Un 3e corps commandant en chef doit conduire l'armée d'Italie à chasser les Autrichiens du Piémont et de la Lombardie, dans le nord de l'Italie. La nouvelle de la nomination de Napoléon Bonaparte à la tête de l'armée d'Italie provoque un choc. L'ancien officier d'artillerie de 26 ans n'a jamais fait manœuvrer un régiment, et encore moins une armée entière. Bonaparte fait désormais partie de la société parisienne. Avenue Montaigne, à Paris, dans une maison qui s'appelle La Chaumière, où allaient généralement Barras et tous les membres du gouvernement, eh bien, il va rencontrer tout un tas de jolies femmes qui venaient là parfaitement, j'allais dire parfaitement dénudées, pas tout à fait, mais dans des tenues tout à fait affriolantes, des robes transparentes, enfin, c'était un véritable lupanar, et c'est là qu'il va tomber sous le charme de la petite Joséphine de Beauharnais. C'est une veuve raffinée et sûre d'elle, qui a une inclination pour les hommes de pouvoir. Son mari est mort durant la Terreur et elle-même a échappé de peu à la guillotine. Le 6 mars 1796, 2 jours avant son départ pour l'Italie, il se marie avec une Joséphine peu enthousiaste. Il va bientôt pouvoir se vanter d'avoir conquis le monde, mais le cœur de Joséphine lui échappera à jamais. L'armée d'Italie est d'une importance mineure.
Les subventions qui lui sont allouées sont bien maigres et l'on n'attend pas grand-chose d'elle. La mission de Bonaparte est d'envahir les plaines du nord de l'Italie, alors gouvernée par l'Empire d'Autriche. Il part en Italie, pourquoi? Eh bien parce qu'il faut protéger les frontières de la France et il faut aussi aller défendre les Italiens que les Autrichiens menacent régulièrement. Et ça fait partie de ce que la République veut apporter à l'Europe. Quand Bonaparte arrive à Nice, pour le commandement de son armée, il la découvre dans un état lamentable. Les généraux de Bonaparte, dont beaucoup feront une longue carrière à ses côtés, sont d'abord sceptiques à l'arrivée du jeune artilleur corse. Il faut qu'il remporte rapidement une série de victoires. Avant de partir envahir l'Italie, Bonaparte n'a guère que son talent pour inspirer ses troupes. Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup, il ne peut rien vous donner. Je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. De riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. Moins de 6 mois plus tard, toute l'Europe est sous le choc devant les victoires qu'il a remportées. Bonaparte et son armée contournent les Alpes et arrivent dans le Piémont le 9 avril. Avec ses généraux, Masséna, Augereau, Sérurier et Berthier, il mène des opérations à une vitesse extraordinaire, battant les forces austro-sardes du général Jean-Pierre de Beaulieu à 4 reprises. Masséna, c'est un personnage assez curieux de toute la galaxie des généraux et maréchaux d'Empire. Il semble même qu'il a été contrebandier dans sa jeunesse. Il s'est particulièrement bien comporté pendant la guerre d'Italie et c'est celui que Bonaparte avait appelé l'enfant chéri de la victoire. Bonaparte reçoit le 13 avril les drapeaux austro-sardes pris à Millesimo après la bataille de Montenotte. Il prend la ville de Dego le 14 et bat les Piémontais à Mondovi le 21. En regardant les Alpes enneigées, il avait déclaré « Hannibal a été obligé de les escalader. Nous n'avons fait que les contourner. » Bonaparte construit une stratégie souple et rapide et a une approche tactique très moderne avec des armées qui sont encore en formation rigide. Il conduit ses hommes entre 2 corps d'armée ennemies, les force à se séparer, puis attaque et bat une aile après l'autre. Il va perfectionner cette tactique tout au long de sa carrière. Laissant derrière lui l'armée du Piémont, l'intrépide Bonaparte et ses généraux avancent vers le nord, sur Alba et Cherasco. Ce n'est qu'alors qu'il est enfin en mesure de fournir le ravitaillement et les équipements nécessaires pour réapprovisionner son armée. En réalité, l'armée de Bonaparte est une armée qui surprend tous les ennemis, qui surprend l'armée autrichienne, qui est froide, guindée. Son armée à lui, c'est quasiment une armée de brigands. C'est-à-dire qu'on ne marque pas de temps de pause quand on ne va pas prendre l'heure du thé, etc., etc. On avance, on galope, on pille, de telle sorte que les ennemis sont véritablement désemparés. Sans défense et terrifié par les rumeurs de pillage et de viol qui précèdent l'approche de l'armée française, le roi de Sardaigne réclame un armistice, que Bonaparte accepte. Maintenant que le Piémont a rompu avec ses alliés autrichiens, le général Beaulieu retourne protéger Milan. Napoléon reconnaît les exploits héroïques de ses hommes et s'adresse ainsi à la nation italienne. « Peuple d'Italie, l'armée française vient rompre vos chaînes. La nation française est l'amie de toutes les nations. Venez en confiance au-devant d'elle. Vos propriétés, votre religion et vos coutumes seront respectées. Nous nous montrerons des ennemis généreux. Nous n'en avons qu'après les tyrans qui vous ont asservis. » En 2 semaines, Bonaparte mène une brillante campagne, brise l'armée piémontaise et gagne le respect de ses hommes. L'armistice avec le Piémont lui garantit le passage à travers les montagnes vers la Lombardie. Il a maintenant des vues sur Milan, capitale de la Lombardie. Pour cela, il reçoit de nouveaux renforts portant son armée à 40 000 hommes. Il peut poursuivre l'armée autrichienne en pleine retraite. Bonaparte trompe le général Beaulieu, feint de traverser le Pô à Valence.
et envoie le gros de ses forces à 100 km en aval pour lui faire passer le fleuve à Piacenza. La bataille décisive se déroule le 10 mai dans la ville de Lodi, à quelques kilomètres de là. Quand les Français approchent du pont de Lodi, le commandement autrichien a déjà reculé, laissant une division de 10 000 hommes pour défendre le pont. Rapidement, celle-ci bat en retraite. La route vers Milan est ouverte. C'est une victoire mineure, mais elle offre à Napoléon le contrôle de la Lombardie. Le théâtre de guerre italien, considéré jusqu'à présent comme secondaire, semble devenir l'élément charnière de cette guerre. Napoléon dira plus tard « Ce soir-là, pour la première fois, je ne me suis pas considéré simplement comme un général, mais comme un homme appelé à décider du sort des peuples. » Une part du génie de Napoléon est liée à sa capacité à exploiter ses victoires. En même temps qu'il se battait, il était également conscient qu'il lui fallait cultiver son image à travers les rapports et les dépêches qu'il écrivait sur le terrain et envoyait à Paris. Il va multiplier les bulletins qui deviendront les bulletins de la Grande Armée, grâce auxquels il va déjà écrire effectivement sa légende en dehors des victoires elles-mêmes. Exagérer les pertes de l'ennemi est une technique dont il s'est servi de façon très efficace. En cas de retournement de situation, il omettait simplement certains détails et insistait sur l'héroïsme de ses hommes. Après Lodi, Napoléon marche sur Milan et voit la ville lui ouvrir ses portes. La plupart des officiers et des soldats qui passent sous l'étroite arche de la Porta Romana sont vêtus de haillons, mais ils n'en sont pas moins accueillis en libérateurs. Mais la confiance qui régnait au sein de la population italienne est mise à mal quand Bonaparte lâche ses hommes affamés, victorieux et en manque de femmes sur les citoyens sans méfiance. Bonaparte crée plusieurs républiques pour stabiliser la région à long terme. Toutes les révoltes qui éclatent après son départ, comme à Milan et Pavie, sont réprimées avec brutalité. Les Français continuent à poursuivre l'armée autrichienne qui se retire. Ils prennent les villes qui se trouvent sur leur chemin et assiègent finalement la dernière grande cité de Lombardie, Mantoue. Cette forteresse, très bien protégée, est le quartier général des forces autrichiennes. Mais le siège n'est pas terminé quand Bonaparte reçoit l'ordre d'avancer vers le centre et le sud de l'Italie. D'abord à Milan, puis dans les duchés de Parme et de Modène, Bonaparte impose une clause de contribution de guerre, en argent et œuvres d'art de grande valeur, en préalable à toute négociation d'un armistice. À la tête du commandement de l'armée d'Italie, eh bien, il fait merveille comme chef de guerre. L'une après l'autre, Gênes, Parme, Modène, la Toscane et Rome tombent sous ses offensives. Des trains ramènent le butin de guerre, l'or, l'argent, les bijoux et les œuvres d'art à travers les Alpes avant d'arriver à Paris. Le pape Pie VI demande un armistice et d'autres trésors tombent dans les caisses françaises. Du matériel et des canons sont envoyés à Mantoue pour soutenir le siège. Fin juin, Beaulieu est remplacé par le général autrichien Wurmser et 25 000 hommes arrivent en provenance du Rhin. Wurmser lance la première de ses 4 tentatives en l'espace de 6 mois pour délivrer Mantoue et reprendre le contrôle du nord de l'Italie. Vérone tombe aux mains autrichiennes en juillet. Pour éviter un effondrement complet des positions françaises trop étendues, Bonaparte doit absolument arrêter les bataillons de Wurmser. Il déplace rapidement ses troupes et les concentre à des endroits critiques. En quelques jours de campagne acharnée, Napoléon balaie les forces austro-sardes à Lonato, attaque et prend Castiglione, et enfin reprend Vérone, forçant Wurmser épuisé et défait à battre en retraite. Les Français sont encore vainqueurs à Rovereto le 4 septembre et à Bassano le 8. En novembre, épaulés par des renforts venus du nord, les Autrichiens lancent une nouvelle offensive pour mettre fin au siège de Mantoue. À Caldiero, ils infligent aux Français un des rares revers tactiques
qu'ils vont essuyer et forcent Bonaparte à se retirer à Vérone. C'est un homme qui croit en son étoile et qui fait tout pour aller dans ce sens. C'est un homme qui ne se pose pas de questions, qui n'a pas de cas de conscience. Donc c'est un homme qui se laisse aller à ses instincts d'une certaine façon. Bonaparte ne dispose plus que de 13 000 hommes. Il lui a fallu battre en retraite et abandonner le blocus qu'il exerçait autour de Mantoue. Mais les Autrichiens ne tirent aucun avantage de leur victoire, ce qui décide le général français à repartir à l'attaque. Bonaparte sent que c'est le moment de porter le coup décisif. Ses hommes sont prêts à mourir pour lui et tombent sur l'armée ennemie à l'est de Vérone. C'est là qu'a lieu la fameuse bataille d'Arcole. Le premier jour, les forces françaises et autrichiennes s'affrontent, séparées par la rivière Alpone et un pont de bois. Tous ceux qui, du côté français, tentent de traverser le pont tombent sous le feu des canons postés sur la rive opposée. En fait, c'est le général Augereau qui, voulant en finir, se précipite parmi les lignes de soldats effrayés, saisit un drapeau et avance sur l'ennemi. Mais la réplique est si forte qu'il est obligé de revenir à son point de départ. Voyant cela, Bonaparte avance, prend le drapeau et répète ce geste héroïque. Quand les Autrichiens ouvrent le feu, il est entraîné à l'écart du champ de bataille par ses hommes. Il a la chance de pouvoir s'échapper sans être blessé, alors que plusieurs de ceux qui l'accompagnent sont touchés ou tués. Ne parvenant pas à traverser à Arcole, les Français doivent attendre 2 jours de plus avant de reprendre l'initiative et de remporter la victoire. Napoléon inflige une défaite décisive aux Autrichiens lors de la bataille de Rivoli. Et le 2 février 1797, ceux-ci se voient obligés de capituler à Mantoue. Bonaparte est à quelques kilomètres de Vienne quand l'Autriche accepte un traité préliminaire. Il outrepasse ses pouvoirs en négociant la paix de Leoben, et le Directoire, dont l'autorité est affaiblie, hésite à l'en empêcher. Le gouvernement est si faible qu'il laisse porte ouverte à tous les excès. Alors on a toujours les Jacobins les plus extrémistes qui s'agitent sur la gauche du gouvernement, de même qu'à droite, on a un retour également des royalistes. Il passe les mois suivants à établir des républiques en Italie. C'est plus une stratégie militaire qu'un processus idéologique, mais ce processus va faire de lui l'un des fondateurs de l'unité italienne. Le traité de Campo Formio avec l'Autriche conclut victorieusement la campagne d'Italie et marque l'éclatement de la première coalition. Napoléon a beaucoup appris en Italie. À présent, il croit fermement en son destin et déclarera « Nous avons noyé la honte de la Révolution dans les flots de la gloire ». À son retour, le général Bonaparte reçoit un accueil triomphal. Un banquet est organisé en son honneur dans la Grande Galerie du Louvre. Alors à son retour d'Italie, le Directoire l'accueille naturellement en le remerciant de ses exploits, mais en se méfiant de lui aussi, parce qu'on se dit, ce petit général a peut-être beaucoup d'ambition et on ne sait pas ce qui lui passe par la tête, donc méfions-nous de lui. Il est placé un peu sous surveillance. Le Directoire, craignant à juste titre que Bonaparte utilise l'armée et le soutien populaire pour s'emparer du pouvoir, s'arrange pour l'envoyer de nouveau en mission.
Il est nommé général en chef de l'armée d'Angleterre et reçoit l'ordre d'attaquer les îles britanniques. L'Angleterre est le principal ennemi de la France. C'est elle qui tient le commerce mondial et qui tient également le crédit avec lequel elle prête de l'argent à tous les États de l'Europe. Ce à quoi veut s'opposer la France. Alors c'est la France royale depuis Louis XIV, aussi bien que la France de Napoléon. Il n'y a pas eu là de révolution du tout dans la politique française. C'est une vieille tradition, donc, de lutter contre l'Angleterre. Napoléon émet une autre proposition. Il s'agit d'affaiblir l'Angleterre en s'emparant de l'Égypte. Le contrôle de l'Égypte permettrait de réduire la distance qui sépare la France des Indes et de leurs richesses, alors sous contrôle britannique. Les Anglais suivent toujours le trajet le plus long, en passant par l'Afrique du Sud. En ayant un pied en Égypte, les Français pourraient raccourcir la route des Indes. Avec l'aide de Talleyrand, alors ministre des Affaires étrangères, Bonaparte persuade le Directoire de choisir un autre théâtre d'opération et de quitter la Manche pour aller vers l'Orient. On va essayer de s'en prendre aux Anglais, mais en Égypte, qu'ils occupent. Et puis, on va essayer par la même occasion de libérer le blocus sur la Méditerranée. Si bien que Bonaparte est nommé à la tête de cette armée d'Égypte, et il s'en va là-bas avec des milliers et des milliers d'hommes, mais aussi il a l'intelligence d'emmener avec lui des savants, des mathématiciens, des dessinateurs, qui vont faire des relevés, des croquis, qui vont étudier un petit peu la civilisation égyptienne. La traversée de la Méditerranée commence le 19 mai 1798. Bonaparte emmène avec lui 34 000 fantassins et 16 000 marins. À cela s'ajoute le soutien de civils, au nombre de 1000, et une commission de 167 membres chargée d'effectuer des recherches scientifiques et archéologiques. La flotte, comprenant près de 400 bateaux, navires de guerre, frégates et vaisseaux marchands, couvre une surface de 3 à 5 km² sur la mer. L'amiral anglais Horatio Nelson ne tarde pas à donner l'ordre de localiser et de détruire la flotte française. Bonaparte fait une première escale dans une île d'importance stratégique, Malte. Comme il l'a déjà fait en Italie, il établit un gouvernement provisoire, confisque les trésors et les stocks d'armes et repart pour l'étape suivante, Alexandrie en Égypte. La côte africaine est en vue 13 jours plus tard, le 1er juillet. Craignant de voir surgir à l'horizon à tout moment la flotte de Nelson, Bonaparte se hâte d'accoster dans la baie d'Aboukir, malgré le mauvais temps. Ses hommes sont épuisés et manquent désespérément d'eau. Mais le général ne leur laisse aucun répit. Au matin, il prend le contrôle d'Alexandrie en expliquant aux Turcs que la France est leur alliée et qu'elle vient libérer l'Égypte de l'oppression des Mamelouks. Bien que l'Égypte fasse partie de l'Empire ottoman, ce qui en fait une province turque, elle est gouvernée par les Mamelouks, une caste guerrière d'anciens esclaves qui ont renversé les sultans égyptiens au XIIe siècle. La déclaration d'alliance avec la Turquie de Bonaparte n'est qu'en partie vraie. Talleyrand accepte de rendre visite au sultan ottoman pour l'informer de ce projet. Mais ce que Bonaparte ignore, c'est que Talleyrand ne fera pas ce voyage. Il pense donc n'avoir affaire qu'à un seul ennemi, les Mamelouks, et se retrouve bientôt à devoir combattre aussi les Turcs. Bonaparte avance sur le Caire, mais il est évident que ses troupes ne sont pas préparées à affronter le désert. Beaucoup d'hommes meurent de soif, à peine sortis d'Alexandrie. Ils remportent la victoire et obligent l'armée mamelouk à battre en retraite, puis poursuivent leur marche et s'emparent du Caire. Mais à partir de là, la campagne tourne au désastre.
tout ce qui est mathématique, tout ce qui tourne autour de la guerre, pour Napoléon, ça ne pose aucun problème. Il n'y a qu'un domaine dans lequel il était très ignorant en matière militaire, c'était la marine. Et malheureusement, c'est peut-être sur la marine qu'il aurait dû axer ses efforts pour vaincre l'Angleterre. Une semaine plus tard, la flotte de Nelson arrive dans la baie d'Aboukir, où les navires français sont encore à l'ancre et lancent une attaque surprise. L'amiral français, Bruès, a disposé ses navires de guerre sur une ligne de 2 km de long. 500 canons sont dirigés vers le large. Mais ils sont éloignés de la terre et plusieurs navires de Nelson en profitent pour prendre position sur la côte. La bataille du Nil fait rage sans interruption pendant 24 heures. L'énorme vaisseau Orient, fierté de la marine française, explose. Les Britanniques remportent une victoire décisive. Ils ont capturé ou détruit 11 des navires de la flotte française. Nelson installe un blocus dans la baie avant de partir. Les Français sont bloqués, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. En octobre, Bonaparte réprime avec succès une révolte de la population du Caire. Sur son ordre, les Arabes sont repoussés dans le désert et l'artillerie investit la mosquée de la ville où s'étaient retranchés les insurgés. Les relations d'amitié avec l'Empire ottoman, qui duraient depuis longtemps, prennent fin. La politique expansionniste de Napoléon Bonaparte force la Turquie à déclarer la guerre à la France. Quand le général apprend que l'armée turque s'apprête à envahir l'Égypte avec le soutien de la Russie et de l'Angleterre, il décide de la détourner vers la Syrie. On l'a envoyé dans une sorte de guêpier parce qu'il a dû aller guerroyer jusqu'en Syrie. Ses troupes ont été décimées par la peste. Ça a été un moment très dur. Bonaparte sécurise d'abord le port de Jaffa en massacrant sa population. Avant de quitter la ville, il donne l'ordre de tuer et de passer à la baïonnette 2000 à 3000 prisonniers turcs. Cette série de victoires s'achève à Saint-Jean-d'Acre. La forteresse, célèbre pour avoir été conquise pendant les croisades par Richard Cœur de Lion, serait tombée sans difficulté s'il n'avait été défendue avec vaillance par le capitaine britannique William Smith. Napoléon envoie ses hommes à l'assaut, mais leurs attaques renouvelées courent à l'échec. Il perd beaucoup d'hommes au cours de ces offensives et à cause de la peste. Au bout de 2 mois infructueux, les Français se retirent d'Égypte. Quand il arrive au Caire, Bonaparte a perdu un tiers de son armée. Son avenir politique est en jeu. Il fait défiler ses hommes drapeau en tête en prétendant être le vainqueur. Quand les Turcs accostent dans la baie d'Aboukir en juillet, Bonaparte les affronte avec 10 000 hommes et renvoie une grande partie de ses ennemis à la mer. La bataille d'Aboukir est une victoire capitale pour la France. Bonaparte apprend que la France est de nouveau en guerre. Les Russes n'ont pas accepté la prise de Malte. Les Autrichiens n'ont jamais signé le traité de paix et reprennent le contrôle de l'Allemagne et de l'Italie. Le gouvernement français connaît une nouvelle crise politique et financière. À ce moment, Bonaparte comprend que son projet d'affronter les Britanniques en Inde est un rêve impossible.
il se sent un petit peu pris de panique, si bien qu'il va déléguer tous les pouvoirs à Kléber en Égypte, et il va partir, mais véritablement presque comme un malpropre, c'est-à-dire discrètement, il va traverser la Méditerranée au risque de se faire éperonner par la flotte britannique, et il rejoint la Corse, et de là il rejoint la France, abandonnant un peu quand même son armée en Égypte. Bonaparte quitte le Caire avec une poignée d'hommes pour la France. Il laisse derrière lui le général Jean-Baptiste Kléber et toute une armée envahie par le désespoir et la nostalgie de la patrie. Celle-ci va rester encore 2 ans en Égypte avant de se rendre aux Britanniques, ce qui donne amplement le temps à Bonaparte de se servir de ses exploits de la campagne d'Égypte pour faire avancer sa carrière. On sent qu'il revient avec toutes sortes d'appétits politiques. Il ne veut plus être un chef de guerre. C'est pour ça, il estime qu'il a été piégé en partant en Égypte. Et il a l'impression, qui n'est pas fausse d'ailleurs, qu'on l'a éloigné. Bonaparte est reçu très fraîchement par les membres du Directoire, à l'exception de Barras et de Sieyès, qui, désireux de s'assurer son soutien, courtisent tous deux le jeune général. Barras est un noble d'Ancien Régime, il est vicomte, le vicomte de Barras. C'est un homme qui a connu le XVIIIe siècle facile de cette noblesse, justement, du règne de Louis XVI. C'est un homme qui aime briller, qui aime être entouré de femmes. C'est un homme extrêmement intelligent, mais un peu dilettante, si j'ose dire. Barras a des aspirations loyalistes et espère restaurer les Bourbons sur le trône de France. Et à l'opposé, vous avez Sieyès. Alors Sieyès, lui, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, c'est un déclassé social, un abbé, mais qui en fait ne croit absolument pas en Dieu. C'est le déclassé qui tire les ficelles dans l'ombre. Bonaparte possède à présent un immense pouvoir politique et militaire. Il a également amassé une grande fortune. Il possède tous les éléments pour fomenter le coup d'État du 18 Brumaire. Le Directoire est remplacé par le consulat. Le pouvoir exécutif est maintenant assuré par 3 consuls élus. Donc, d'une part, il y a d'abord Bonaparte, qui est le premier consul et qui détient véritablement le pouvoir. Ensuite, 2 autres consuls qui seront Cambacérès et Lebrun, 2e et 3e consuls, donc, qui en fait plutôt un rôle de représentation. Bonaparte se fait nommer premier consul. Le pouvoir parlementaire et militaire repose à présent entièrement entre ses mains. Pour mettre un terme au chaos qui règne en France, il veut instaurer un gouvernement républicain centralisé et autoritaire. Lui qui avait consacré la première partie de sa vie à lutter contre la tyrannie, va finir par se sacrer lui-même empereur. Quelle ironie! La rapide accession au pouvoir de Napoléon enterre les acquis de la Révolution française. Son ambition insatiable va d'abord devenir son atout majeur, puis son plus grand handicap. Il va permettre à la France d'atteindre une puissance qu'elle n'a encore jamais connue, puis la mettre à genoux quand son génie et son ego l'entraîneront trop loin et lui feront perdre le contrôle des événements. Enfin, quand son empire s'effondrera autour de lui, il tournera son regard vers les sommets de la postérité. Continuer à vivre au-delà de lui-même, c'est pour lui le symbole ultime de la grandeur et la raison pour laquelle sa quête de gloire ne peut avoir de fin.